Bonjour, alors je voulais juste refaire une petite mise au point sur la Rafale entre autres et le buffer du Sony A1 Mark II et deux, trois autres choses du coup, parce que ça fait suite à un commentaire que j'ai eu d'un internaute ou d'un abonné d'ailleurs, je sais pas, je le remercie d'ailleurs à ce propos, qui m'a corrigé un petit peu sur l'histoire de la Rafale à 30 images par seconde sur ce boîtier. Je vais en reparler tout de suite. Ça fait suite aussi à la dernière vidéo que j'ai vue là de Damien Bernal. Alors c'est pas une vidéo vraiment d'essai, c'est ce qu'il appelle le podcast qu'il fait en partenariat avec IPLN une fois par semaine ou par mois, je sais plus. Donc si vous voulez aller voir le dernier, je crois qu'il est sorti hier. Et donc il revient aussi dans ce podcast sur le Sony A1 Mark II, et donc à un moment, non pas qu'il justifie le prix très élevé du A1 Mark II, mais il essaye quand même de redire que il est un petit peu supérieur au Canon R5 II, notamment par le fait qu'il a moins de compromis sur la qualité d'image et que, entre autres, il a un meilleur buffer aussi en rafale. Et moi, je voulais revenir sur ce point parce que on compare des choses qui sont pas comparables, et moi, je suis désolé, ça va pas. Je veux dire, je trouve que ça fait pas très professionnel quand même. Donc, suite à la remarque de mon abonné ou internaute qui me dit que la rafale à 30 images par seconde sur le A1 Mark II ne peut se faire qu'en RAW compressé avec perte. Elle ne peut pas se faire dans un autre format. Et moi, j'avais dit dans ma vidéo que si on voulait le buffer, vraiment l'énorme buffer à 30 images par seconde, il fallait faire le choix du RAW compressé sans perte, avec perte justement, et que si on se mettait en RAW compressé sans perte, ou même en RAW tout court, on n'avait plus du tout ce buffer-là. Bien sûr, on rentrait dans les clous et on avait le même buffer qu'un R5 Mark II par exemple. Mais en fait, non, voilà, c'est pas exactement ça. C'est le fait que, de toute façon, à 30 images par seconde, il ne peut pas faire autre chose que du compressé avec perte. Et que si vous voulez faire de la rafale en RAW compressé sans perte ou en RAW tout court, c'est 20 photos par seconde maximum. Et ça, je suis désolé, c'est une limitation qui est bien passée sous silence, qui fait une différence pour le coup dans le mauvais sens avec un R5 Mark II, parce que le R5 Mark II, il peut faire de la rafale à 30 images par seconde en RAW et en RAW compressé, mais en RAW tout court également. Et quand on dit le RAW compressé chez Canon, c'est justement là aussi la petite subtilité, c'est que Canon, il n'y a que deux types de RAW. Il y a le RAW tout court et le C-RAW, qui est le RAW compressé de Canon, qui est très bon, reconnu comme tel depuis longtemps d'ailleurs. Chez Sony, on a le RAW normal, le RAW compressé sans perte, qui est justement l'équivalent du C-RAW chez Canon, et puis leur fameux RAW compressé avec perte, qui, comme son nom l'indique, induit des pertes, et notamment dans les hauts ISO. Donc, le A1 Mark II, pour avoir ce buffer qui est supérieur effectivement à un R5 II, il faut forcément qu'il soit en RAW compressé avec perte, alors que le Canon peut faire cette rafale avec un RAW tout à fait normal, ou même compressé comme le compressé sans perte de Sony. Donc je suis désolé, ça fait une différence. La seule chose que ne peut pas faire le R5 II, c'est avoir une rafale de 10 secondes à 30 images par seconde en ayant un équivalent compressé avec perte de Sony. Ça, il l'a pas, effectivement. Mais voilà, c'est ça, en fait, la vérité, quoi, quand même. Donc, je tenais à la rétablir. Voilà. Donc ça, c'est le premier point important, me semble-t-il. Enfin, important. Ou en tout cas, qu'on dise pas des bêtises, quoi. C'est surtout ça. Alors, ensuite, je vois bien quand même que, ce soit Damien Bernal ou le représentant d'IPLN qui est sur la chaîne,
Ils disent bien hein, qu'il est très cher, hein, ce boîtier, voilà, ok, mais ils tentent quand même. Alors il y en a un, c'est quand même un commerçant, hein, voilà, c'est le patron d'IPLN, bon, et l'autre, bon, bah Damien, lui, il est beaucoup plus indépendant, mais enfin, il est quand même bien lié à IPLN qui lui prête tous les boîtiers, les objectifs qu'il teste, hein. Donc bon, c'est indépendant, certes, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, on sent bien quand même que oui, ils disent bien que ce boîtier est très cher. Ouais, ils disent pas, par exemple, qu'il est trop cher. Ils disent qu'il est très cher. Il y a une nuance quand même, hein. Et ils essayent quand même alors là c'était Damien hein, pour le coup, de redire que oui, mais quand même en photo, c'est pas un R5.2, hein, il a quand même des trucs en plus. Alors, je suis désolé, on élimine cette histoire de buffer, c'est pas un truc, il a pas un meilleur buffer. Il a un buffer plus profond quand on diminue la qualité du RAW. Voilà, c'est quand même très différent comme concept, il me semble. Et donc ensuite, la question, c'est toujours la même, hein, c'est de savoir si ce qu'il apporte un petit peu en plus en photo, donc on va y revenir, c'est simplement le fait qu'il ait une légère meilleure dynamique que le R5.2. C'est en ça qu'ils disent que la qualité d'image est un petit peu moins sacrifiée que sur le R5.2, hein, et où on en est quand même. Voilà, parce que pour les ISO, non, il n'y a pas de différence, notamment. Et puis c'est quand même pas les 5 mégapixels qui font une grosse différence non plus. Bon, donc voilà. Après, ce qu'ils n'ont pas dit, que moi je rajoute, parce que alors, moi pour le coup je suis 100% neutre, je rajoute qu'il a cet écran qui fait qu'en photo c'est plus agréable, notamment hein, pour rester dans l'axe et pouvoir quand même orienter en haut et en bas l'écran si on veut. Et qu'il a aussi un capteur plus rapide, un capteur empilé plus rapide, alors même si en gros, ça sert pas à grand chose par rapport à un capteur empilé qui est déjà assez rapide, hein, comme il y a dans le R5.2, mais enfin, au niveau du satisfecit, on peut se dire quand même, il est encore plus rapide si jamais il y a besoin hein, pour contrer un rolling shutter énorme arrivera peut-être un peu moins bien à gérer un R5.2. Ok, ben voilà, ça on peut le dire quand même qu'il l'a. Il a un viseur aussi plus défini que le R5.2. On peut le dire aussi, hein. Mais voilà, on sent que de toute façon, ils ont du mal à avancer tous ces petits trucs qu'il a bien effectivement en plus, parce que le prix, il est complètement déconnant, quoi. On va pas le dire autrement, hein. Il est pas très cher, ce boîtier. Il est à un prix complètement déconnant. C'est tout. Alors, ensuite, on pourrait même aller jusqu'à dire, si on le compare jusqu'au bout avec un R5.2, ces boîtiers, alors évidemment, si vous les achetez que pour faire de la photo, effectivement, il a plutôt des trucs en plus, le Sony A1 II, que des trucs en moins par rapport au R5.2. Mais ça reste quand même assez minime, on va dire, et en aucun cas, ça justifie une différence de prix de 2800 €. Et puis, il y a le volet vidéo. Si vous achetez aussi ces boîtiers à quand même un certain prix, je veux dire, il y a quasiment la moitié du prix, c'est pour la vidéo quand même, hein. Et donc, bah là, je suis désolé, mais un R5.2, il est supérieur à un Mark II en vidéo, hein. Il peut faire du RAW en interne, le R5.2. Hein, déjà, ça fait quand même une grosse différence. Il fait la 4K, la 8K à 60 images par seconde, et il fait la 4K 120 sans aucun crop, alors qu'il y a un crop sur le Sony. Donc, bon, quand même, quoi, hein. Et donc, voilà. Alors, après, quand même, à un moment un peu plus loin dans ce podcast, ils finissent par dire que ils lisent des commentaires en fait. Hein, Damien, il lit des commentaires d'abonnés qu'il a sur sa chaîne. Et donc, il y en a un notamment qui était possesseur d'un A1 et qui dit qu'il hésite à faire le switch parce qu'il a envie de changer. Je veux dire, il hésite à faire le switch sur l'A1 Mark II parce qu'il se rend compte qu'en fait même en revendant tous ses objectifs Sony et donc en y perdant quand même un peu, hein, et en rachetant des objectifs Canon ou même Nikon, hein, si on pense au Z8, et un boîtier comme un Z8 ou un R5 Mark II, et ben vu la colossale différence de prix entre les deux boîtiers, il va peut-être même y gagner encore de l'argent à faire le switch, quoi. Hein, vous voyez, même en changeant les objectifs. Donc c'est dire à quel point ce boîtier est placé à un prix complètement délirant, quoi.
Hein. Ah oui, évidemment, quand le A1 premier du nom est sorti, bah, le prix était déjà délirant, soit dit en passant, mais il n'y avait pas de concurrence frontale en face. Hein. Eh ben, je suis désolé, le Canon R5 II et le Z8 dans une moindre mesure sont des concurrences frontales de ce A1 Mark II. Et donc, c'est soit Sony mettre ce A1 Mark II, alors ok, un petit peu plus cher à la limite, on comprendrait, hein, pour ce qu'il a un tout petit peu en plus en photo et pour son ouverture aux marques tierces, même si, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ça m'étonnerait qu'on mette beaucoup de marques tierces sur ce boîtier, mais allez, allons-y quand même. Il pourrait valoir 500-600 euros de plus, ça choquerait pas, je veux dire. Mais 2800 euros de plus, non mais, hein, n'importe quoi, enfin je sais pas moi. Bref, allez, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Au revoir.